Bien, bonsoir à tous et merci de votre présence pour cette rencontre avec le Conseil scientifique de Nantes Métropole pour son plan climat. En effet, pour évaluer et suivre son plan climat, Nantes Métropole a choisi d'installer un conseil scientifique et avec cette initiative, la collectivité finalement a fait le pari de la réflexion et de la distanciation. C'est un dispositif original, alors je ne sais pas s'il a été reproduit sur d'autres territoires, mais il permet de mélanger des savoir-faire, des expertises de divers horizons. Cette veille scientifique et pluridisciplinaire est aussi un moyen de consolider l'action publique en lui permettant de disposer d'un socle intellectuel solide et constamment mis à jour. C'est en tout cas une manière de dépasser ce qu'on entend souvent sur ces questions, les incantations, yaka, faucon, qu'on entend trop souvent. Ce soir, on est réunis dans le cadre de la délégation enjeux du développement durable du Conseil de développement, animé par Pierre Biche et Richard Marty, qui avaient souhaité rencontrer les membres du Conseil scientifique pour échanger avec eux. Alors pour certains des membres, c'est d'autant plus facile qu'ils sont aussi membres du Conseil de développement. Je pense à Bernard Fritsch et à Bernard Lemoux, qui nous font le plaisir de nous rejoindre de temps en temps. Alors cette séance de travail ne va pas obéir à un protocole particulier. Philippe Marest, qui est à la fois membre du Conseil, mais aussi directeur général adjoint de Nantes Métropole, va nous présenter la perspective, en gros, du dispositif Plan Climat. Yves Gouriten complétera par une présentation du rôle du Conseil scientifique et la méthode de travail. Et puis, je pense que, je ne sais pas si tous les membres ou quelques membres du Conseil scientifique nous présenteront des travaux déjà réalisés et des avis déjà émis par le Conseil scientifique. Nous échangerons ensuite évidemment librement à partir des travaux du Conseil scientifique et sur quelques questions qui tiennent au cœur du Conseil de développement, en particulier la question de l'énergie et le rôle des collectivités dans ce domaine, la question de la mobilité, la question des risques naturels, c'est un sujet qu'on a souvent traité ici au Conseil de développement, et puis peut-être une question de fond sur le changement climatique. Est-ce qu'on est encore aujourd'hui dans des politiques de lutte contre le changement climatique ou est-ce qu'on bascule dans les politiques d'adaptation pour le territoire au changement climatique? Évidemment, on ne va pas épuiser le sujet ce soir. Et notre objectif, c'est d'abord d'échanger sur le rôle du Conseil, sur ses travaux et sur la manière dont la communauté urbaine prend en compte les avis du Conseil. Donc, je vais déjà passer la parole à Philippe qui va peut-être en partie répondre déjà à ça. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, juste pour me présenter, donc je suis directeur général adjoint de Nantes Métropole et un petit bout de la ville de Nantes aussi. Donc, on est mutualisé maintenant. Je m'occupe des deux agendas 21, donc de Nantes Métropole, la ville de Nantes, du climat, des services publics, de l'eau, de l'assainissement, des déchets, de l'énergie, et puis donc tout un paquet environnement, donc risque, pollution, forêt urbaine, agriculture, biodiversité. Donc voilà un petit peu le champ très large dans lequel j'exerce avec beaucoup de collaborateurs. Donc ce soir, donc on va parler un peu de climat. Donc je vais pas vous bassiner avec je pense que le temps de l'échange est beaucoup plus important. Juste pour replacer le rôle et la place du Conseil scientifique et technique dans le dispositif Plan Climat Nantes Métropole, donc qui a commencé, pour répondre à Philippe, par travailler de manière très volontariste sur le volet adaptation, sur le volet atténuation, pardon. Donc qui est le premier volet de la lutte contre le changement climatique, et puis donc qui progressivement s'engage donc sur le volet adaptation dans le cadre à la fois européen et national, mais aussi donc de manière extrêmement concrète, parce que la difficulté qu'on a sur la mise en œuvre au niveau local donc des orientations générales et globales sur le climat, donc c'est de trouver les actions concrètes qui vont permettre justement de gagner des tonnes de CO2 qu'on évitera donc sur le territoire. Donc c'est vraiment le défi qui est lancé donc aux collectivités au plan local.
Alors, le plan climat de Nantes Métropole, sur le volet atténuation, c'est 3 grandes dimensions. Une première dimension donc, qui est la mobilisation de toutes les politiques publiques de Nantes Métropole et donc des communes, puisque les communes participent aussi, mais en particulier les politiques de Nantes Métropole. Donc toutes les politiques publiques sont mobilisées et un certain nombre d'actions sont mises au titre du plan climat donc, de Nantes Métropole. Donc c'est un plan transversal. Il y a aujourd'hui, je sais pas, Yves, donc sous votre contrôle, 160, 170 actions à peu près, donc qui sont qui sont au titre de toutes les politiques publiques. Ça va donc bien évidemment de la politique publique de l'énergie, en passant par l'environnement, l'eau, le développement urbain, l'habitat, etc. Donc on a beaucoup de politiques publiques qui sont mobilisées. Donc ça c'est le premier chantier, première dimension. La seconde dimension, donc, c'est l'animation du territoire. Donc là, c'est la mise en place donc d'une animation auprès de l'ensemble des acteurs et en particulier des citoyens. Donc à travers un certain nombre de dispositifs, par exemple de soutien. Nantes Métropole agit en complémentarité avec les autres dispositifs publics. Il ne s'agit pas de venir en confrontation ou donc avec les autres dispositifs publics. L'essentiel donc c'est d'apporter un petit plus. Donc on a par exemple, Nantes Métropole a par exemple mis en place ce qu'on appelle le dispositif d'éco-prime qui permet donc de changer des chaudières qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre et aussi beaucoup de pollution. Donc on apporte un soutien financier donc aux citoyens, à l'usager donc dans ce cadre. Et puis on a des actions d'animation. On a mis Allo Climat par exemple au mois d'octobre 2011. Je ne sais même plus si c'est 2011 ou 2010 d'ailleurs. Ça passe tellement vite. 2010, donc voilà, qui est un numéro de téléphone qui permet non pas de connaître la météo du lendemain, mais de pouvoir savoir ce qu'on peut faire pour lutter contre le changement climatique. Et puis donc la troisième dimension, c'est la dimension qu'on appelait la gouvernance. Et dans cette dimension gouvernance, donc on a souhaité mobiliser différents acteurs. Donc on a mobilisé les citoyens à travers un outil qu'on a appelé l'atelier climat, donc qui a permis de travailler donc de juin 2010 à juin 2011 sur l'appréhension, la compréhension par les citoyens usagers donc de cette problématique qui est en fait très large à travers des thèmes comme les transports, les déchets, la consommation. L'habitat. On mobilise également donc les acteurs en général, les acteurs économiques donc qui de près ou de loin donc sont associés, sont intéressés et impliqués donc dans la lutte contre le changement climatique. Donc on a 3 groupes thématiques. Un qui est urbanisme, habitat, un autre qui est déplacement et un troisième donc qui concerne les entreprises. Donc groupes qui sont mobilisés donc pour travailler et réfléchir de manière très transversale sur la façon dont on peut avancer. Et puis donc une dernière composante donc qui est le conseil scientifique et technique du plan climat. Donc les éminents représentants sont ici présents. Et donc je vais laisser à Yves le soin donc de présenter avant les échanges donc ce conseil scientifique et technique. Voilà, ces 3 dimensions: mobilisation des politiques publiques, gouvernance et animation du territoire. Oui, bonjour. Donc je vais vous présenter la composition et faire un bref rappel du fonctionnement du conseil scientifique. Et après, Bernard Lemoule va commenter l'avis 2011 du conseil scientifique. S'il est d'accord. Alors, comment? Ah oui, d'accord. Donc au niveau de la composition, alors donc il a été installé en avril 2010. Donc vous voyez, c'est un conseil qui est en fait très récent dans le cadre du dispositif d'accompagnement du plan climat de Nantes Métropole. Alors c'est un conseil qui est relativement équilibré puisque vous voyez que vous avez à la fois des représentants des universités, des représentants des grandes écoles et des représentants des institutions. Le tout pour donc 12 membres et viennent de façon épisodique des personnes associées. Par exemple, on a eu une personne du CT qui est venue, qui est notamment intéressée sur la problématique des réseaux de chaleur, notamment. Donc je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je passe le détail des personnes ou on aura le temps de préciser. Mais vous voyez, il y a une forme d'équilibre. Alors, il y a à la fois une approche, on va dire, un peu scientifique,
mais aussi une approche, on va dire, ce qu'on appelle les sciences molles, j'aime pas tellement cette expression, mais sciences humaines. Parce qu'on sait bien qu'en la matière, il y a à la fois, évidemment, des questions techniques, des questions scientifiques pures, et puis, évidemment, beaucoup des questions de comportement. Donc voilà, le conseil scientifique essaye de faire un lien entre ces deux approches. Alors, les objectifs du CST ont été le premier, c'était d'émettre des avis éclairés sur le plan climat, puisque donc Nantes Métropole a approuvé un plan climat. Alors, quand on dit plan climat, c'est quelque chose qui concerne à la fois des actions qui sont de la responsabilité de Nantes Métropole. Bon, par exemple, si je prends le problème de l'eau potable, on a la responsabilité de la distribution d'eau potable. On peut intervenir sur un certain nombre de choses dans le cadre de la production d'eau potable pour diminuer l'émission des gaz à effet de serre. Par contre, on ne peut pas intervenir directement sur l'attitude des entreprises. Par contre, on peut avoir un effet d'entraînement. C'était ce qu'expliquait Philippe Marès à travers les dispositifs d'animation. Donc, émettre un avis éclairé sur ce type d'action. Le deuxième point, c'est assurer une veille scientifique visant à alimenter l'évolution des actions. Alors, ça paraît très vague comme ça, mais il y a par exemple eu un avis sur la question du photovoltaïque qui a été extrêmement intéressante et qui est complètement opérationnelle en ce qui concerne Nantes Métropole. Et puis, enrichir le plan climat de compétences d'experts pluridisciplinaires. Voilà, le côté pluridisciplinaire est très important, le côté expert l'est aussi. Alors, sur le fonctionnement, on a une charte de fonctionnement, c'est-à-dire que on a notamment la présidence du comité scientifique est tournante. Et le lieu d'implantation, le lieu de réunion passe de l'université à telle grande école. C'est quelque chose de positif. Ça permet aussi d'éviter que ce soit complètement centralisé sur Nantes Métropole. On a tenu quand même depuis sa création 9 réunions. Donc ça fait à peu près une réunion tous les 2 mois et demi. Et les moyens sont relativement... les moyens sont ce qu'ils sont, hein, c'est-à-dire que entre les réunions du conseil scientifique, il y a des possibilités d'actionner par exemple un certain nombre de stages d'étudiants. On verra tout à l'heure quelques exemples. Et puis bien sûr, il y a la collaboration des services de Nantes Métropole. Donc le tout fait un peu le fonctionnement du conseil scientifique. Alors, si je résume les séances passées, parce que je vous disais qu'il y a eu donc 9 séances, de 1 à 3, c'était un peu la prise de connaissance, et notamment prise de connaissance des études qui ont été menées par Nantes Métropole sur les émissions de gaz à effet de serre de l'agglomération, avec notamment une répartition entre les gaz à effet de serre venant des transports, venant de l'habitat, etc. Avec une problématique qui a été tout de suite posée, qui est la problématique du périmètre. Par exemple, si on prend l'approche d'Angers et si on prend l'approche de Nantes, Angers prend en compte les aspects de consommation, et ce qui fait qu'effectivement, quand vous rapportez les émissions de CO2 ramenées à l'habitant, vous avez des chiffres qui sont complètement différents. Donc, quand il y a volonté d'aboutir à un résultat, il faut effectivement savoir de quoi on parle, et c'est notamment l'un des aspects de l'avis du CST. De 4 à 6, donc, un certain nombre d'études, notamment un élève de l'école des mines qui a fait son stage de fin d'études dans le cadre du CST sur la production locale d'énergie. Et séance de 7 à 9, donc on a réfléchi un peu sur comment avancer, quel stage mettre en place, et on a eu à la dernière séance un exposé sur la consommation par un bureau d'études spécialisé qui en fait conseille les grandes surfaces en matière de consommation des ménages. Voilà. Et sans oublier l'atelier de travail qui a eu lieu au rendez-vous climat d'octobre 2011, où il y a eu une animation du CST. Alors, comment fonctionne le CST ? Donc, c'est une équipe, mais les moyens sont relativement limités. Donc, je vous parlais des stages et de diverses interventions. Alors voilà, ici, vous avez quelques exemples de sujets traités. Alors, vous voyez, par exemple, le périmètre d'analyse des émissions de gaz à effet de serre. J'en parle pas plus, puisque Bernard va en parler. Ça a fait l'objet d'une contribution, d'une discussion au sein du CST et d'une contribution qui a été adressée au président de Nantes Métropole. L'impact sur le réchauffement climatique, alors ça c'est aussi l'intérêt en fait d'un système un peu transdisciplinaire, c'est que on a pris connaissance d'un travail post-doc
qui est sur, par exemple, l'impact du réchauffement climatique et des réseaux pluviaux. Ça n'a l'air de rien, mais les réseaux pluviaux, à Nantes, c'est tout le centre-ville en fait qui est concerné par les réseaux unitaires de eau pluviale, assainissement. Et effectivement, on pouvait se dire, le réchauffement climatique risque d'impacter fortement le fonctionnement de ces réseaux. L'étude en cours semble montrer que non. Le problème, il n'est pas au niveau de l'adaptation, il y a deux types de problèmes. Il y a le problème de l'urbanisation, etc. Et ça a été, je pense, un exemple intéressant de partage d'informations entre les différents membres. Il y a actuellement un stage pluridisciplinaire sous la gouverne de Bernard Fricht sur le réchauffement, enfin une hypothèse de réchauffement climatique appliquée à un quartier nantais, pour voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire, quelles seraient les mesures à prendre, etc. Donc c'est un stage normalement qui doit aboutir en fin d'année universitaire. Voilà. Un autre sujet qui a été traité, que l'on a un peu discuté, c'est le problème de la congestion urbaine. Puisque pratiquement toutes les villes ont la même politique en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, c'est-à-dire favoriser les modes doux pour effectivement permettre une diminution des émissions ramenées au déplacement. Le problème, c'est tout de même la courbe que vous voyez là, c'est que si cette politique se traduit par un problème de congestion urbaine, vous avez des émissions de gaz à effet de serre extrêmement importantes liées à la diminution des vitesses des véhicules et surtout au fonctionnement haché. Donc il y a effectivement une question qui est posée d'analyse un peu de ce phénomène. Donc là, ça fait l'objet d'un stage d'élèves de l'école centrale. La production locale de l'énergie, je vous disais, donc ça fait l'objet d'un stage de 6 mois de fin d'études d'école d'ingénieurs. Et on a un stage en cours, qui s'est terminé là sur l'injection locale d'électricité. Parce que là aussi, on dit il faut atteindre, mettons, 20% de production locale d'électricité. Et quand on discute avec des personnes tout à fait informées comme ERDF, on sait que l'injection locale d'électricité peut poser un certain nombre de problèmes. Donc on avait demandé à des étudiants de balayer un peu ce problème, d'essayer de cerner cette question. Sur l'atelier climat, il y a eu un accompagnement méthodologique des nombreuses enquêtes qui ont été faites dans le cadre de cet atelier climat. Donc c'est Martine Messoulet notamment qui est intervenue. Et puis alors vous voyez, je vous ai mis à suivre parce que on sait bien que le problème des gaz à effet de serre, c'est aussi le problème de la localisation des nouveaux habitants, des fameux 100 000 habitants qui vont arriver d'ici 2030. Donc ça, c'est un débat compliqué qui est pris en compte également au niveau de l'Oran, au niveau de la Nantes Métropole. Et probablement, peut-être que le CST va s'en emparer un jour ou l'autre. Sachant que le CST ne peut pas évidemment faire le travail que fait l'Oran ou d'autres bureaux d'études, ou des bureaux d'études spécialisés. Mais par contre, c'est toujours porter un regard sur. Voilà. Alors voilà, je vais passer la parole à Bernard Lemoult qui va vous expliciter l'avis du CST. Merci Yves. Juste avant, donc on pourrait peut-être, alors d'abord j'ai manqué à tous mes devoirs parce que je ne vous ai pas présenté, donc Yves Gouriten est un de mes très proches collaborateurs, je dirais presque que c'est monsieur décloisonnement du développement durable, monsieur intégration des services publics. Donc c'est lui qui essaye de rapprocher donc tous les secteurs pour arriver à faire du travail transversal, ce qui est un vrai challenge. Et puis donc ce que je vous propose peut-être c'est de présenter donc les différents membres avant que Bernard intervienne, donc les différents membres du conseil scientifique et technique. Donc je vous laisse Yves, allez-y. Donc Yves est secrétaire. Alors Yves est secrétaire du conseil scientifique et technique. C'est lui qui tient la plume et qui fait tourner la machine. Donc c'est un rôle éminemment important. Donc moi je suis Philippe Bataille, je suis directeur de l'École nationale supérieure d'architecture et je suis un peu le néophyte de service parce qu'on a parlé de décloisonnement. C'est vrai que tout ce qui est affaire de spécialistes, ça peut être dangereux. Mais comme j'aurais pu nommer des gens très très compétents au sein de l'école, je dis pas ça pour toi. Je dis qu'il faut de la biodiversité là aussi. Donc en fait, moi je suis là aussi pour des fois activer un certain nombre d'enseignants de l'école ou de chercheurs et qu'on a pu inviter à telle ou telle reprise parce que j'ai cette vue transversale de l'établissement. Voilà. Alors, Christophe Pain, donc je suis en fait mon titre c'est le délégué départemental de Météo France.
Donc, moi, je ne suis pas chercheur. Donc, tout ce qui est projection climatique, c'est un petit peu éloigné. Mon domaine est plus la prévision au quotidien, ce qu'on vous fournit jusqu'à 10 jours. Mais néanmoins, vous savez que Météo France développe des modèles de simulation d'évolution du climat et contribue aux travaux du GIEC. Donc, je suis là pour apporter un éclairage sur tout ce qui est donc évolution du climat. Pierre Vacher, je suis chercheur, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences de Nantes, géologue de formation, membre du laboratoire de planétologie et géodynamique. Donc c'est à ce titre que j'interviens dans le CST pour des problématiques grande échelle, long terme. Bien, Bernard Fritsch, je suis enseignant-chercheur à l'Institut de géographie et d'aménagement régional de l'Université de Nantes et je représente non pas les sciences molles, mais les sciences subtiles, comme dit Yannick Guin, au sein de ce comité scientifique et technique. Donc, bonsoir, moi je suis Joëlle Kergrey, je suis la directrice régionale de l'ADEME en Pays de la Loire. Donc je ne suis pas non plus chercheuse du tout, je milite sur le conseil scientifique et technique, on a un profil plus technique, surtout très pluridisciplinaire et très sur le grand sujet de la transversalité, des regards croisés. Et puis comme on accompagne quand même pas mal de territoires dans ce type de démarche, on est aussi sur la capitalisation et la mutualisation. C'est bon ? Bonsoir, donc je suis Isabelle Calmet, je suis enseignante-chercheur à l'École centrale de Nantes et mon domaine c'est la mécanique des fluides, mais appliquée à l'atmosphère urbaine. Donc mes thématiques de recherche sont plutôt sur la modélisation, la compréhension du microclimat urbain. Et donc Bernard Lemoult, professeur à l'école des mines, responsable de la mission développement durable, et plutôt porté sur les projets de recherche-action, les projets de transition, voilà. Mais pas uniquement intellectuels, hein, pratique aussi. Alors oui, les absents, donc peut-être juste comment donc les absents, donc Martine Mespoulet, qui est directrice de la MSH et qui est à la faculté des lettres. Sylvie Harel, qui va peut-être arriver, mais un peu plus tard, et qui est enseignante chercheuse à la faculté des sciences et à l'Institut des matériaux. Hervé Andrieux, donc qui est à l'IFSTAR. Alors l'IFSTAR, en fait, c'est le nouveau nom du LCPC, du LCPC de Bougnay, qui est donc directeur de recherche à l'IFSTAR. Philippe Marès s'est présenté. Et Thierry Violent, donc, qui est le directeur de l'agence d'études urbaines. Hein, voilà. Comment ? LCPC, c'est le laboratoire central des ponts et chaussées. Donc, qui a été regroupé avec d'autres laboratoires pour former l'IFSTAR depuis à peu près 1 an et demi. Alors, c'est l'Institut français. Ouais, je ne sais plus. Il y a routier dedans. Ouais. Sciences et techniques des aménagements routiers. Voilà. Et transport. Ouais. Aménagement routier, oui. Ouais. Transport. Ouais, ouais. Quelque chose comme ça. En fait, on a inventé une nouvelle structure. Il y a déjà une question avant que... Sur la composition, est-ce qu'on a prévu à un moment donné la présence de RPI de la Loire dans ce comité ? Alors, en fait, les personnes, donc, dans l'esprit d'un métropole, c'est des personnes qui sont intuitu personnées, qui ne sont pas représentatrices en fait de leurs établissements. Et par contre, vous voyez, il y a les membres associés, c'est-à-dire que dans les membres associés, vous pouvez avoir effectivement des personnes des RPI de Loire, du CT, enfin, etc. Donc il y a quand même une géométrie variable en fait, hein, c'est pas très très formel. Je vais peut-être me mettre debout.
Oui, donc je viens d'apprendre que je présentais la recommandation du CST pour ce soir. Donc bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a des diapos en plus? Bon. Alors là, je vais être paumé si je ne connais pas les diapos. Bon, c'est règlement de compte. Hein. Bon, je vais commencer, Yves, et puis tu passeras quand tu veux. Hein. En fait, la recommandation est issue d'abord d'hypothèses, et puis d'une préoccupation qui est la mesure du progrès, quelque part. Alors, les hypothèses, je pense que on est parti des résultats du GIEC. Voilà. Alors, on peut les discuter, mais c'est pas l'objet de ce soir, et c'était pas l'objet non plus du CST. Le GIEC qui nous rappelle dans son dernier rapport 2007 une augmentation de température de 2 à 6 degrés d'ici la fin du siècle. Au passage, je vous rappelle que la conférence de Durban n'est plus sur les 2 degrés mais les 3 degrés, hein, puisque la diplomatie des États a tellement agi qu'on a déjà pris 1 degré au minimum syndical. Donc 3 à 6 degrés au moins d'ici la fin du siècle. Et puis il y a ça va faire 5 à 7 ans maintenant, dans une fameuse loi POP, on nous disait qu'il fallait faire du facteur 4 pour finalement avoir ce minimum syndical qui était les 2 degrés à l'époque. Bon. Il est clair que quelques années plus tard, il faut faire l'effort plus important que le facteur 4, sans doute 5 à 6, l'augmentation de population aidant, et le développement d'autres pays. Mais l'objet n'est pas de discuter de ces sujets-là, donc l'effort est important. L'effort est au moins de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, et puis plutôt que de dire on a pris le parti de dire que finalement c'est un problème aussi d'individus, de consommateurs. Alors pourquoi cette vision? Parce que lorsqu'on fait un bilan carbone d'émissions sur un territoire, tel qu'on le fait traditionnellement, et puis tel que l'a fait le plan climat jusqu'à présent, c'est on mesure les consommations énergétiques. Donc on mesure les consommations énergétiques en électricité, en fuel, en gaz, bien sûr des particuliers, mais aussi des grandes entreprises. Et cette comptabilité est intéressante puisque effectivement on peut mesurer pour une grande entreprise l'évolution de ses consommations en progrès ou en dérive. Mais force est de constater que très rapidement on arrive à une limite dans l'identification du progrès. Pourquoi? C'est pas compliqué. On peut faire très rapidement 20 à 30% de diminution de gaz à effet de serre en délocalisant l'ensemble des industries situées sur le territoire ailleurs. Bon, est-ce qu'on aura progressé pour autant? Je ne pense pas. Et pourtant, les chiffres parleront d'eux-mêmes. Donc, on aura progressé. D'autre part, lorsque on implante des entreprises sur le territoire, eh bien, nos émissions par cette comptabilité, nos émissions de gaz à effet de serre augmentent puisque une activité industrielle ou tertiaire augmente les consommations d'énergie, donc augmente les émissions de gaz à effet de serre. Et est-ce que pour autant le fait que cette entreprise se soit installée ailleurs aurait changé quelque chose à la situation globale de la planète? Non. Donc en fait, on pénalise un territoire si on compte l'entreprise, les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise qui vient sur le territoire. Donc on voit bien que cette approche, finalement, production quelque part, ou consommation d'énergie, toute structure confondue, a des limites. Elle est intéressante, elle sert à la comptabilité publique, mais elle a des limites dans le sens où on ne sait pas si individuellement on va réussir à faire le facteur 4. Alors, en 2005, l'ADEME avait sorti un schéma intéressant, c'est nous, individus, qu'est-ce qu'on consomme? Donc, il y a une répartition, il y a un schéma très clair entre ce que nous émettons en matière de gaz à effet de serre, du fait que nous nous logeons, nous mangeons, nous nous déplaçons, nous nous éclairons, nous nous chauffons, nous achetons des matériels électroniques, nous achetons des vêtements, voilà. Donc, il y avait une répartition, et la question, c'est
si un individu émet tant de, mettons 100 à ce moment-là, comment on fait pour arriver à 25? Sur quoi joue-t-on? Donc, à 25, c'est la cible. Et comment passe-t-on de 100 à 25 en 2050? Dans une approche de comptabilité par consommation telle qu'elle est faite traditionnellement, on ne peut pas faire ce calcul. Donc la préconisation, quelque part, et la discussion qu'on a eue au niveau du CST, c'est de dire, pour mesurer le progrès sur un territoire, il faut s'attacher à un bilan carbone consommation. Consommation au niveau des logements, au niveau de l'alimentation, au niveau du matériel électronique, et tout de suite vient la notion d'énergie grise. Parce que de plus en plus, le matériel qu'on achète est fabriqué dans d'autres pays, dont l'énergie est très carbonée. Donc effectivement, au niveau du territoire, plus on externalise, mieux c'est, mais au niveau de la planète s'en fout. Donc il faut réinternaliser les consommations d'énergie grise dans les équipements que nous achetons, dans ce fameux bilan carbone consommation. Alors certes, c'est pas simple, hein, mais comme on avait une page blanche, on s'est pas gêné. On était plutôt dans l'IACA Faucon pour tracer l'avenir quelque part. Alors après, il y a sûrement des difficultés, il y a des hypothèses à prendre, mais ça nous semble en tout cas la voie la plus pertinente et on n'en a pas vu d'autre vraiment d'associer à ce bilan carbone consommation énergétique traditionnel un bilan carbone consommation individu. Voilà, c'est l'avis du CST que, alors vous pourrez compléter ou amender suivant mes propos. Joël, tu rajouteras et je te passe le micro après. Et puis le point à la fin de la recommandation était sur les actions que le territoire peut mener en matière de réseau de chaleur biomasse. Donc là, on a vu un exemple très très intéressant de Nantes Métropole qui s'engage sur ce sujet. Et puis il y a eu aussi la question de l'éolien et puis la question du photovoltaïque. Et la question du photovoltaïque, on en a effectivement pas mal discuté. Et on s'accorde tous à dire que c'est une technologie d'avenir, certes, mais comme il y a de l'euro public investi dans cette technologie, encore faudrait-il s'assurer qu'il y a des vrais TEP d'économiser derrière et qu'il y a des vrais CO2 d'économiser derrière. Alors sur les TEP, la communauté globalement est assez d'accord pour dire que les temps de retour sont de l'ordre de 3 ans, c'est-à-dire en énergie, effectivement, c'est intéressant. Mais sur la question du CO2, elle est doublement difficile à répondre. La première, c'est que le contenu carbone du CO2 français, même s'il est officiellement défini, reste assez arbitraire. Je n'en dirai pas plus, on pourra revenir sur le sujet si vous voulez. La deuxième raison, c'est l'origine de l'achat des cellules photovoltaïques. Si on achète ces cellules en Chine ou en Afrique du Sud, dans un pays dont l'électricité est très carbonée, vous pouvez faire quelques petits calculs, vous verrez qu'on peut varier, avoir des temps de retour sur CO2 entre 5 et 20 ans. Sans parler donc de l'impact social, puisque ce sont les citoyens qui payent cette énergie. Alors on peut trouver ça effectivement très intéressant, mais encore faut-il s'assurer de la pertinence environnementale de l'ensemble de ces produits. Sans parler des conditions sociales, puisqu'il me semble que pas mal de politiques aujourd'hui s'engagent sur environnement et social. On peut s'interroger sur l'intérêt d'acheter des cellules photovoltaïques en Chine dans des pays qui ne respectent absolument pas les droits de l'homme. Alors, mettre ça dans des critères de marché public, c'est peut-être pas aussi simple, mais on l'a fait récemment sur un marché. Donc voilà, sur la réflexion, en tout cas sur le photovoltaïque, c'est faire attention à la provenance des cellules en matière de contenu carbone de la fabrication des panneaux photovoltaïque.
Enfin, l'idée là, c'était d'essayer de vous montrer qu'à partir d'une question initiale, enfin, on a tissé un peu, on a avancé en marchant, à partir d'une question initiale qui était quand même beaucoup la quantification des émissions de gaz à effet de serre, qui est pas simple et hautement politique, parce que les chiffres sont trop souvent pris pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des choses tout à fait exactes, prédictives, qu'il faut suivre à la lettre. En l'occurrence, c'est loin d'être le cas. Et donc, on a donc travaillé et réfléchi beaucoup sur la partie méthodologique, avec toutes les limites de l'exercice, puisque, enfin, Bernard l'a dit, intellectuellement, on avait une position. D'un autre côté, il y a des engagements nationaux qui sont pas sur ces bases-là. Donc, or, il faut bien que la contribution des efforts faits par la collectivité Nantes Métropole puisse se réinscrire dans un bilan plus global, national, enfin régional, national, européen, mondial. Donc, il faut, on en est arrivé à avoir des débats justement sur la nécessité de ces méthodes différentes et qui ont des objectifs différents et qui méritent de coexister pour, d'une part, rendre des comptes et dans un système comptable imparfait, mais qui est celui pratiqué, et d'autre part, agir de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus systémique, et en évitant les effets de seuil, et qui, là, relève beaucoup plus de la mobilisation de tous les acteurs, et notamment des citoyens, et ça a été largement réaffirmé dans l'atelier citoyen que le volet consommation était vraiment un sujet qui intéressait les participants. Et de là à dériver ou à découler, on va dire plutôt, des propositions liées au grand sujet de la consommation, qui sont indiquées ici, qui sont la durabilité. Donc, c'est des principes assez simples, mais qui, si on les inscrit comme principe, versent beaucoup de pratiques. Encore faut-il les inscrire comme principe, et c'est ce qu'on a essayé de proposer à Nantes Métropole. La fonctionnalité plutôt que la propriété, et le recyclage, des matières en général. Et puis, plus loin, la logique d'analyse de cycle de vie. Tous ces principes-là, si on les applique au jour le jour dans les politiques publiques de Nantes Métropole, ça remet à plat énormément de choses. Donc, pour nous, c'était facile. On propose, et après, on essaie de voir ce qui est réalisable. Alors ça, c'était avant les stages, puisque Yves a parlé des quelques stages qui ont été réalisés ou qui sont en cours suite à ces rapprochements-là. Cet avis-là, il a été formalisé avant les résultats des stages. Donc là, chacun pourra en parler mieux. Je pense qu'on va peut-être rentrer dans le débat. Alors d'abord, je voudrais faire remarquer à l'Assemblée qu'on est quand même gâté parce qu'on a 8 membres du Conseil scientifique et technique qui sont présents là ce soir pour nous. Donc je suppose que vous allez avoir de nombreuses questions à poser. Madame Demore. Bonsoir. C'est bon? Tout le monde m'entend? Il faut bien coller le micro, je crois. Oui, d'accord. J'ai 2 questions. La première concernant la composition du CST. Vous nous avez parlé réfléchir autant à l'adaptation qu'à l'atténuation. Or, j'ai vu personne du monde agricole, des techniques agricoles. Alors, le premier enjeu, c'est de pouvoir continuer à nous nourrir tous, enfin, j'ai l'impression, indépendamment de se loger. Je crois qu'il y a des gens pour l'adaptation des logements et de l'urbanisme. Et la deuxième chose, concernant plus spécialement les 2 premiers principes de durabilité et de fonctionnalité, qui me semblent concerner à tout premier chef le citoyen consommateur que nous sommes tous, c'est quels moyens on donne pour que les services existants déjà soient les plus lisibles possibles. Alors est-ce que si j'appelle à l'eau climat, on est capable de me dire où est-ce que je peux faire réparer plutôt que jeter un petit appareil électroménager, où est-ce que je peux louer plutôt qu'acheter tel ou tel objet. Et je pense qu'avec les nouvelles technologies de l'information, on peut faire non seulement des éco-tics, mais aussi des tics for green. Merci. Qui peut ou veut répondre? Répondre un petit peu et puis après donc ça pourrait être complété. Donc la composition du CST a été donc aujourd'hui telle qu'elle est aujourd'hui, donc elle a été constituée sur la base de la priorité politique qui était
D'abord, l'atténuation. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a commencé par l'atténuation, même si les deux volets sont présents, et on s'engage dans l'adaptation, donc qui est un autre sujet qui est, je dirais, aussi complexe que le premier. Voilà. Donc, on fait les choses dans l'ordre, et comme on vous l'a montré tout à l'heure, la composition, donc, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle peut être élargie, donc, en cas de besoin. Et si effectivement, dans le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui sur l'adaptation, vous avez cité donc le monde agricole, pourquoi pas, donc on pourra élargir la composition donc du CST. Donc ça, c'est quelque chose de très souple et on pourra le faire. Sur les trois axes qui ont été proposés donc par le Conseil scientifique et technique, bien sûr, tout ça s'applique non seulement aux collectivités, mais s'applique aussi aux citoyens usagers. Simplement, donc, quand on met NM moteur dans la mise en application de trois principes, on part aussi du principe qu'on doit être exemplaire. Avant de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, il faut que nous-mêmes, on ait testé les choses et qu'on le fasse. C'est un peu comme les parents qui disent à leurs enfants de ne pas fumer alors qu'ils ont une cigarette à la main. C'est un petit peu compliqué à faire passer le message. Donc on est dans cette recherche d'exemplarité entre guillemets, parce que c'est un peu compliqué. Par exemple, sur la durabilité, donc on a travaillé sur le renouvellement de nos véhicules, non pas les véhicules légers, mais tous les véhicules qu'on a, comme les véhicules de curage, des réseaux, les bennes ordures ménagères, etc. Donc de regarder donc quelle était la période optimale de renouvellement, donc à la fois économique bien sûr, mais surtout donc en termes de CO2, d'énergie, donc pour essayer d'être dans la durabilité au maximum. Donc ça, c'est vraiment une optimisation. Maintenant, à travers Allo Climat, donc vous faisiez référence à cet outil qui a été mis en place par Nantes Métropole. Aujourd'hui, Allo Climat s'appuie sur un certain nombre d'autres structures. Donc il y a le centre d'information énergie, enfin c'est Espace Info Énergie, pardon. Donc Ecopol aussi, donc qui traite donc d'autres sur les transports. Donc on a donc des structures qui peuvent donc apporter des réponses. C'est un lieu, une entrée pour l'information du citoyen, et ensuite on peut le rediriger donc pour avoir des informations plus précises. Alors vous dire qu'on pourra lui donner des éléments précis sur où il peut remplacer ou faire réparer tel équipement, donc c'est peut-être pas à ce niveau de détail, mais par contre on peut lui expliquer comment les choses fonctionnent, au moins sur les principes et sur la réglementation qui aujourd'hui existe sur un certain nombre d'objets qui sont considérés comme des déchets. Au sein de l'atelier climat, il y a effectivement le sujet de la consommation a été largement abordé. Effectivement, il y a des demandes sur les services, et l'éternel problème, enfin nous qu'on rencontre partout, c'est de la poule et de l'œuf. Stimuler jusqu'à quel point on peut stimuler des services tant qu'il n'y a pas de marché, tant qu'il n'y a pas d'offre, tant que la demande n'est pas lisible, il n'y a pas de marché. Et voilà. Donc, bon, il y a quand même eu des travaux faits sur Nantes, notamment confiés à Raïs sur ce type de service, mais c'est pas encore largement diffusé. On peut peut-être prendre l'exemple de l'informatique. Je crois que sur Place Vierme, il y en a ailleurs, mais il y a des petites structures de réparation d'ordinateurs. Il est clair que on y réfléchit à deux fois avant d'apporter son ordinateur, parce que rien que de l'apporter, je dirais, il y a un ticket d'entrée qui est élevé du fait du tarif horaire, quoi, quelque part. Et donc, tant que les ordinateurs ou les produits qui sont fabriqués à bas coût n'intégreront pas ce qu'on appelle les externalités, c'est sûr que ça sera pas simple. Donc, c'est à la fois à l'échelle de Nantes Métropole pour au niveau du territoire, mais c'est aussi à l'échelle d'un système qui est pas très responsable quelque part, puisque on n'intègre pas les vrais coûts dans le matériel qu'on achète. Voilà, tout à fait. Sans parler de l'obsolescence perçue avec la publicité. Même quand on est un consommateur volontaire, c'est très difficile d'identifier un prestataire, et pourtant on est dans une ville où on peut imaginer qu'il y a quand même un certain nombre de services qui existent, mais planqués dans les coins, si je puis m'exprimer familièrement, c'est très difficile à identifier. Donc on a vraiment un besoin d'identification. Bon, le réparateur en question, je le connais, mais je cherche actuellement une clinique de petit électroménager. J'ai pas encore trouvé, par exemple.
Route de Vannes. Oui, j'avais une question. Alors, oui, Richard Marty, donc certains me connaissent, je pense. Donc, moi, j'avais une question. Alors, j'espère que je vais vexer personne au sein du. Enfin, c'est pas le but, en tout cas, du Conseil scientifique et technique. Mais je m'interroge. Y a-t-il quelqu'un qui représente le domaine économique? Pourquoi je pose cette question? Alors, bon, c'est une science, comment dirons, subtile, faut dire, c'est ça. Et quand j'entends les différentes interventions et je vois les principales conclusions, je me dis qu'il y a un facteur qui mériterait d'être peut-être plus travaillé, hein, c'est le mot que j'emploierais, qui serait le domaine de l'économie, pour notamment travailler sur les éclairages entre faut-il changer un produit, faut-il au contraire le réparer, faut-il aller en Chine, faut-il pas y aller, etc., etc. Donc tous les éléments qui ont été témoignés ici, enfin restitués plutôt, tentent à montrer que la variable économique, j'ai même pas parlé de la variable financière, est tout à fait importante dans les démarches plan climat. Elles ne me paraissent pas évidentes puisque lorsqu'on travaille climat, on ne va pas d'emblée sur la question de l'économie, mais il me semble que c'est quelque chose qui devrait être regardé. Alors l'est-il? Si oui, ben, ma question est retirée. Sinon, je fais la proposition de modifier ou d'améliorer, je sais pas. Alors j'ai un début de réponse, c'est ben voilà, c'est le transparent d'après. Oui, parce qu'en fait, donc suite à l'avis du CST, Nantes Métropole va réaliser les bilans carbone des services. Enfin, c'était déjà décidé avant, mais on va être vraiment dans la précision, dans l'analyse vraiment très très fine des bilans carbone des services publics de Nantes Métropole, de la responsabilité de Nantes Métropole. Ça veut dire que normalement, dans plusieurs séances, nous allons plancher devant le CST pour présenter par exemple la direction des déchets et le bilan carbone de la direction des déchets, où se retrouvera effectivement les dépenses aussi bien de carburant, les problèmes de consommation informatique et leur équivalent carbone. Derrière, il y aura une analyse financière de ces affaires-là, parce que d'abord la première question qu'on se pose, c'est est-ce que on peut vraiment appliquer les principes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment une capacité à jouer sur la durabilité, à jouer voilà, sur ces trois principes? Si on a, combien ça coûte? Et nous, on pourrait apporter un certain nombre d'éléments financiers sur... Alors, je suis d'accord que c'est une vision restreinte, c'est la vision pour les services publics de Nantes Métropole. Mais déjà, ce serait un premier pas. Juste, donc c'est la direction des déchets, en fait, c'est l'outil qui met en œuvre les services publics. Mais en fait, quand on parle de services publics, c'est non seulement les opérateurs publics, mais aussi les opérateurs privés qui les mettent en œuvre. Hein. Donc, on travaille globalement avec l'ensemble des opérateurs privés, ou semi-publics d'ailleurs, parce que quand on travaille sur les transports collectifs, on a la semi-temps, par exemple. C'est un travail de bénédictin. Il faut savoir, par exemple, que pour l'eau potable, ça représente à peu près 1500 données à récupérer. Si on veut sortir de simplement d'une présentation simple qui consiste à dire voilà, pour le fuel là, ça fait tant, pour les tuyaux ça fait tant, on s'arrête là. Si on veut trouver des marges de manœuvre, il faut vraiment aller dans les détails. Donc c'est ce que l'on espère pouvoir présenter courant de l'année 2012 et de discuter justement des marges de manœuvre. Oui, Jean-Pierre. Oui, donc je voulais vous demander, en tant que citoyen qui a besoin d'être éclairé, est-ce que vous avez ou est-ce que vous comptez faire une analyse donc du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes? Parce que en termes de durabilité, je m'interroge, on peut effectivement aménager l'aéroport actuel plutôt que le remplacer par un nouveau, ou en termes de fonctionnalité, effectivement, est-ce qu'il vaut mieux le mettre à la disposition de Vinci que d'en être propriétaire? Donc, si je prends les principes que vous avez énoncés, ça me paraît être un objet d'étude qui rentre tout à fait dans vos compétences. Mais je suis demandeur d'informations, hein, je n'ai pas de point de vue prédéterminé. Alors, est-ce qu'il y a une réponse? C'est pas dans les compétences de Nantes Métropole, j'ai entendu, donc... Exercice difficile de toute façon, enfin... Ouais. Je crois qu'on a tous un avis sur le sujet, et surtout un avis d'ailleurs. Oui, mais on n'en a pas discuté collectivement, donc je ne pense pas, sauf si tu en fais un ordre du jour prochain. Et moi j'ai une question, est-ce qu'on va, enfin, je dépasse un peu vos propres préconisations à ce stade-là, mais est-ce qu'il ne faut pas aller vers
la traçabilité des produits. C'est-à-dire, finalement, on le fait pour les produits agroalimentaires. Est-ce qu'il ne faut pas le faire pour les produits qu'on consomme avec l'origine, le transport, enfin voilà. Alors c'est pas simple, mais est-ce que c'est pas une façon de traiter le sujet? Tout dépend de la vision de société dans laquelle tu veux aller après. Si effectivement tu y mets des valeurs, on dit souvent acheter c'est voter. Donc s'il y a des valeurs derrière cet achat, c'est-à-dire en termes d'environnement et puis de social, c'est clair que quand on achète des chaussures, des habits, de l'alimentation, on regarde effectivement, on pose la question. Alors c'est pas toujours simple d'avoir la réponse, mais tout dépend en fait comment quelle valeur tu mets derrière l'acte de consommation. Oui, mais ma question c'est qu'on ne sait pas très bien toujours d'où vient le produit, parce que malheureusement il n'est pas fabriqué dans un seul endroit. On est encore au balbutiement. On commence à voir sur certains produits la notion d'étiquetage environnemental, où on va retrouver ces données, enfin en partie. C'est encore balbutiant, c'est pas satisfaisant, c'est pas du tout dans notre quotidien encore pour en faire un critère de choix. Mais enfin, ce n'est pas dans le registre enfin, ça nous dépasse, quoi. Enfin, ça nous dépasse. C'est pas nous qui allons mettre en place l'étiquetage environnemental sur le périmètre de Nantes Métropole. Oui, mais je pense qu'aussi c'est une responsabilité de citoyen, c'est-à-dire que, alors c'est vrai qu'à chaque fois ça devient un peu lourd, mais à chaque fois qu'on a l'acte d'acheter, rien ne nous empêche de demander d'où ça vient. Et la personne se renseigne auprès du responsable. Alors effectivement, ça demande un tout petit peu plus de temps, ça embête tout le monde, mais si tout le monde le fait, je pense que très rapidement on aura l'origine des produits comme on peut l'avoir sur certains. Il y a une question dans le fond, sur Yalan, Séchan. Bonjour, Jean Yalan, conseil de développement. Dans le cadre des économies d'énergie, on valorise ou on veut valoriser la filière bois, et la combustion du bois est la plus polluante. Alors, où est la vérité et avez-vous un indicateur? Alors, le bois, c'est une question compliquée. Les énergies renouvelables, en général, c'est un peu compliqué parce qu'on leur fait souvent porter beaucoup de tard. Dès lors qu'on les conduit en alternative à des pratiques peu respectueuses, on voudrait qu'elles aient absolument zéro impact dans leur ensemble. Moi, je ne connais pas aucune activité qui n'ait zéro impact. Et le bois, effectivement, est une question. Enfin, les particules émises par rapport après la combustion du bois est une vraie question qui mérite d'être traitée. Enfin, quand on dit que c'est les plus polluantes, non, c'est quand même beaucoup moins polluant que beaucoup d'autres combustions, notamment d'origine fossile. Après, la grosse question, c'est que pour éliminer ces problèmes de particules, notamment, il faut des systèmes de traitement des fumées qui sont onéreux et qui existent sur toutes les grosses installations et qui ne sont pas économiquement possibles parce qu'elles coûteraient plus cher que l'installation elle-même sur des toutes petites installations. Donc on joue en améliorant la combustion, en utilisant des foyers efficients, etc. Alors c'est vrai que là, depuis un bon moment, et ces jours-ci en particulier, on baigne là, en ce moment, on est en plein, je ne sais plus qui parlait des Pays de la Loire, là. L'indice Atmo aujourd'hui est de 8, c'est très mauvais. Donc, mais c'est pas uniquement lié, loin s'en faut, aux particules de bois. Donc elles ont leur part, et quand on fait des grosses installations, on équipe d'un dispositif de traitement de fumée. Quand on a des petites installations, il vaut mieux utiliser quand même des équipements performants. Il y a des labels pour ça. Mais sachez que quand on commence à parler d'émissions de particules, bon, il y a les véhicules qui pèsent quand même extrêmement lourd, et on parle toujours du bois. Il y a les cheminées qui sont les pires des émissions. On est bien contents les uns les autres de temps en temps d'avoir son petit feu l'hiver. Il y a les barbecues qui sont des vraies catastrophes. Enfin bon, il faut aussi relativiser les choses et ne pas tout faire porter strictement sur le bois. Mais il faut aussi, quand on fait des gros projets bois, y mettre les moyens pour le traitement des fumées. Oui, Yves Lenné, oui. Bonsoir Yves Lenné. Quand on parle d'écologie, on parle souvent de transformation des comportements.
Alors ma question a trait non pas aux gens qui sont dans cette salle, parce que ce sont certainement tous des vertueux, sinon ils ne seraient pas venus, mais la connaissance que vous avez des comportements locaux, hein, je ne parle pas d'études nationales, des comportements des Nantais, et ce qui permettrait, si on les connaît un peu, de trouver les leviers qui permettraient de les modifier. Oui, un début de réponse tout de même, c'est que justement l'une des originalités de ce plan climat, c'est d'avoir mis en œuvre un atelier climat, où en gros une centaine de ménages ont été conviés à participer à des séances qui se sont déroulées sur une année, et justement pour parler de leur comportement, pour parler des possibilités qu'elles avaient éventuellement de changer de comportement sur tel ou tel point, de lever aussi tous les obstacles qui se présentent. Enfin, vous voyez, il y a une connaissance quand même relativement fine à partir de cet atelier climat des aspects comportementaux. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du travail de Martine Mespoulet, qui a notamment accompagné une étudiante dans l'analyse également des interviews préalables qui ont été faites avant de constituer ces ménages, qui sont aussi très très riches en termes de connaissances des comportements. Et là, ce sont des comportements locaux. Votre panel, il est représentatif ou il est fait de volontaires qui sont déjà des gens conscients? Ah non, il est justement, c'est pour ça que je vous parlais de nombreuses interviews et d'appels téléphoniques. Non, il est représentatif de la société de l'agglomération nantaise. Hein. Oui. Je peux peut-être juste compléter pour vous dire que bon, il y a eu des outils d'utiliser, il y a eu quand même de la méthode derrière. Mais ce qui était intéressant, c'est que il y avait dans ce panel-là des gens, les gens se disaient, bon, nous, on n'a pas la main sur grand-chose, on peut pas changer grand-chose, on n'a pas énormément d'alternatives, ce qu'on entend quand même beaucoup, et ce qui, pour certains, n'est pas tout à fait faux. Mais ils ont tous trouvé des pistes. Même ceux qui étaient assez réticents, ils ont tous trouvé des pistes, parfois modestes, parfois beaucoup plus restreintes chez les uns que chez les autres, selon où ils habitaient, leurs contraintes de déplacement, mais ils ont tous trouvé des pistes. Et je dirais que par rapport à ça, on a tendance à opposer le zéro, le changement tout à fait radical. Il y a aussi toute une frange de changement qui est possible avec des pratiques quotidiennes et qui n'est pas du tout négligeable dans l'effort s'il est multiplié par autant de concitoyens. Oui, alors moi je voudrais revenir sur l'automobile. Alors, je ne me suis pas présenté, Yves Robin pour le Conseil de développement. L'automobile, donc dans l'agglomération, il y a des ménages où il y a 4 voitures. C'est très courant. Donc, quel moyen de faire passer à 3 là où il y en a 4? Quel moyen de faire passer à 2 où il y en a 3? Est-ce que le problème de la voiture électrique compensera cela? C'est pas évident. Donc là, il y a tout un chantier, quoi. La Loire-Atlantique est le département le plus multimotorisé de France. La Loire-Atlantique, pas Nantes uniquement. Le plus important par ménage, c'est ça? La densité, l'étalement urbain, le diffus. Oui. Je continue ou... Oui. Bon, d'une manière générale, pour répondre à votre question, ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même toutes les politiques de mise en place notamment des transports lourds en site propre qui sont basées sur l'hypothèse que les gens laissent leur voiture à une certaine distance, prennent le transport en site propre. Ça fonctionne. Oui, mais sauf qu'au lieu de faire 10 km, ils font 2 en voiture. Et donc ensuite, sur des transports en site propre, quand même, où le ratio émissions de CO2 ramenées au déplacement est quand même nettement inférieur au ratio automobile. Bon, il y a aussi les politiques d'encouragement des 2 roues. Par exemple, le PDU de l'agglomération nantaise vise une très très forte augmentation de la croissance des déplacements en 2 roues. Alors, il ne s'agit pas simplement de viser, parce que c'est facile de viser. Il faut aussi que, évidemment, les moyens correspondants suivent. Bon, il y a un certain nombre de choses qui vont être faites, qui commencent à être faites dans cet objectif.
Mais c'est une politique à très long terme. Et derrière, effectivement, on retombe aussi sur la question des 100 000 nouveaux arrivants, voilà, avec la question de la densification urbaine. Enfin, ouais, c'est un débat extrêmement complexe. Bon, Pierre Biche, alors moi, j'ai envie de repartir sur un mode totalement différent. Moi, j'ai un peu peur que le citoyen, il ait le dos plus large que sa capacité réelle à faire des choses. Alors, moi, j'ai envie de vous retourner la question. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou qu'est-ce que vous faites déjà pour faire système ? C'est-à-dire pour faire que l'innovation que vous introduisez autour de cette approche un peu scientifique et technique au niveau d'une agglo déborde cet agglo. Alors, est-ce que vous allez chercher de l'info ailleurs et auprès de qui ? Est-ce que vous êtes en réseau ? Un premier niveau de l'approche. Est-ce que vous êtes un ferment de fédération d'institutions qui peuvent peser en termes de système ? Voilà. Et je reviens à la question, j'intègre là-dedans la question économique que tu évoquais tout à l'heure. Première idée. Et puis deuxième idée, est-ce que vous avez déjà des initiatives ou des embryons d'initiatives en matière, par exemple, de partage de préconisations sur des marchés publics ou sur des outils ou des méthodes d'approche ou des matériels dont la collectivité pourra avoir besoin, etc., etc. Voilà. Comment on peut sortir de cette approche qui est parfois un peu schizophrénique, de se retourner toujours vers le citoyen qui n'a pas toujours les moyens qu'on voudrait bien lui attribuer. Disons que d'une manière générale, de toute façon, la problématique CO2, elle n'est pas détachable des autres problématiques comme les politiques de transport, les politiques de déchets, toutes sortes de politiques. Voilà, à titre d'exemple, quand on a analysé les émissions de CO2 simplement liées aux questions énergétiques, on a grosso modo estimé qu'il y avait à peu près 6 à 7% des émissions qui dépendaient directement de Nantes Métropole. Ensuite, vous avez les effets leviers liés à la politique de transport, par exemple, qui peuvent jouer sur peut-être 20, 30, 40%, on n'en sait rien. Et tout le reste, c'est effectivement la question aussi, la question du comportement de chacun. Donc l'atelier climat est une réponse à cette grande interrogation. Alors, est-ce que ça fait des petits on n'en est pas encore là, mais je pense qu'à travers, je suis désolé de revenir là-dessus, mais à travers l'analyse des bilans carbone, mais vraiment, la question c'est pas la quantification pour la quantification. La question c'est de se dire, si j'analyse vraiment le fonctionnement d'un service public, et je vois et que je constate qu'il y a quelles sont les marges de manœuvre potentielles, quelque part, après ça peut faire tache d'huile, parce que ça c'est une réalité, ce sont des choses concrètes. Mais sinon, on reste un peu dans l'invocation, quoi, vous voyez. Alors, on est en cours, on pense que d'ici fin 2012, on aura terminé les bilans carbone de l'ensemble des services publics. Alors, ça ne répond pas tout à fait à ta question, mais... C'est ma réponse. Un autre élément de réponse qui va peut-être pas répondre non plus, mais je vais prendre ma casquette d'enseignant. Peut-être que le citoyen a bon dos et on lui en met beaucoup sur le dos. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'information, la sensibilisation, la responsabilisation des citoyens. On disait tout à l'heure, nous sommes tous très vertueux dans cette salle, nous sommes aussi tous très informés. Une petite anecdote, je participe actuellement à un projet de recherche sur l'usage des bâtiments BBC dans le logement social. Quand on va rencontrer les vrais gens qui habitent dans du bâtiment social, on en a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler de changement climatique. On en a d'autres, par exemple, qui viennent de Guadeloupe et qui ne sont bien dans l'appartement que à 30 degrés. Bon, bah là, je crois qu'on a des leviers d'action, quoi. Qui économiquement seront pas coûteux, ne nécessiteront pas de fantastiques révolutions dans les marchés publics. Il faut sensibiliser, informer, sans cesse.
Oui, bonsoir, Jean-Pierre Leroy. Une question concrète. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir sur la pertinence de l'introduction des véhicules électriques, par exemple, dans le parc de Nantes Métropole? C'est quelque chose une approche possible? Alors, effectivement, je suis désolé, je vais encore vous parler de bilan. Je suis pas obsédé par les bilans carbone, mais c'est vrai que c'est une approche très intéressante parce qu'elle permet de mettre en balance des choses que l'on met pas en général en balance. Toute autre chose, mais vous voyez par exemple sur la question des ordinateurs, quand vous faites un bilan carbone, que vous prenez en compte l'énergie grise dont parlait, voilà. Et ben exactement. Donc vous vous retrouvez par exemple sur un ordinateur avec une tonne de CO2. Donc vous prolongez sa durée de vie d'une année, vous gagnez 200 kilos. Bon, donc vous voyez que la question de l'énergie grise des matériaux est extrêmement importante. Donc sur les véhicules, on a exactement le même processus de raisonnement, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder évidemment bien sûr toutes les consommations, le fait qu'il y a déjà eu quand même beaucoup de progrès de fait parce qu'on est passé sur du diester, sur du gaz, etc. Mais il va falloir intégrer aussi les aspects le véhicule lui-même, parce que peut-être que ça va être la variable véhicule qui va être la variable la plus pertinente en matière d'émissions de CO2. Mais ça, donc je vous disais, je pense que fin 2012, on aura à peu près les approches quantitatives toujours liées au service public de Nantes Métropole. Donc il n'y a pas de réponse actuellement, quoi. Michel Jouvet, ma question qui a été un peu évoquée porte sur la transversalité des politiques publiques. Il se trouve que dans un autre cadre, je suis attentif à l'application des lois de Grenelle 2 concernant la prise en compte du développement durable dans les politiques publiques, en particulier les politiques d'aménagement. J'ai vu qu'à l'horizon 2016, la communauté urbaine devrait évoluer vers un plus intercommunal, couvrant l'intégralité des 24 communes du territoire de Nantes Métropole. Et ce plus intercommunal devant intégrer beaucoup de choses pour donner de la cohérence aux politiques publiques, le PLH, le plan de déplacement urbain, mais aussi le plan climat. Alors, est-ce que le Conseil scientifique a commencé à réfléchir à ces questions, ne serait-ce qu'en termes de méthodologie, parce que ça me semble pas évident? Est-ce que les services de Nantes Métropole ont également de leur côté commencé à regarder comment prendre cela pour donner de la cohérence, parce que les citoyens ou les gens tout simplement ont du mal à percevoir la cohérence de l'ensemble des politiques publiques qui sont fragmentées, qui ne sont pas toujours évidentes à percevoir dans leur globalité. Pour le Conseil, pour l'instant, c'est une question qui n'a pas encore été mise à l'ordre du jour, même si dans les réflexions qui sont menées, donc on essaye toujours d'être dans la transversalité. Pour ce qui concerne les services de Nantes Métropole, vous avez cité le PDU, le PLH, le PCOT maintenant, donc le plan climat. Donc ce sont des outils, je vous en ai parlé tout à l'heure, effectivement, qui croisent beaucoup de politiques publiques. Donc dans cette perspective d'un plus communautaire, bien sûr que nous avons commencé à travailler de manière transversale sur la méthode de travail. Donc elle est aujourd'hui en cours de mise en place, parce qu'il faut prendre son élan donc assez longtemps à l'avance, parce que ça va être un projet complexe à mener. Voilà. Donc dès aujourd'hui, on a commencé donc à travailler, alors en sachant qu'on part pas de rien, parce que dans chaque politique qui elle-même, je pense à l'énergie par exemple, donc qui est une politique par nature transversale, donc on travaille déjà avec l'habitat par exemple, ou avec d'autres politiques publiques, et donc ces questions de transversalité existent, et on a élaboré déjà donc un certain nombre de cadres qui pourront être utilisés ensuite dans le PLU communautaire. Mais c'est une vraie question, et une vraie question aussi complexe. Joël, tu veux dire quelque chose? Non? Il faudra le faire. Il n'y a qu'à vous. Bonsoir, Johan Lozakmer. Y a-t-il un organisme bien coller le micro, hein, parce que y a-t-il un organisme gestionnaire des déplacements de flux d'air autres que météorologiques et de santé publique, en relation évidemment avec le climat?
un organisme gestionnaire du déplacement des flux d'air. A priori, on ne les contrôle pas, les déplacements de flux d'air. Autre que santé.org, santé publique, et que météorologique. Il y a Air Pays de Loire, par exemple, qui fait des analyses continues et systématiques de la qualité de l'air dans différents endroits. Je parle du déplacement des flux d'air. Le déplacement des flux d'air. Donc autre que air.org, que santé publique, ainsi que météorologique, tel que en relation avec l'agriculture, la pollution évidemment. Qu'est-ce que vous appelez le déplacement des flux d'air? Généré par des avions, les déplacements de la population, des concentrations de véhicules automobiles. Oui, mais normalement, ça se retrouve à travers l'analyse de la qualité de l'air. C'est une résultante. J'avoue que j'ai pas trop bien compris la problématique que vous soulevez là. En termes de confort des habitants, il n'y a pas que la météo, comme les prévisions que nous donne notre collègue. On travaille aussi sur les problèmes de ventilation dans les rues. Alors je ne sais pas si c'est ça que vous entendez par flux d'air, mais oui, ce qu'on appelle micro-météorologie ou micro-climatologie, c'est relatif à une plus petite échelle, c'est-à-dire la nôtre, celle de l'atmosphère où on vit. Et il ne s'agit pas ici de faire des prévisions météorologiques, mais plutôt d'anticiper des aménagements urbains, par exemple, pour apporter le plus de confort aux habitants quand on va réaménager un quartier, par exemple. Non, ça ne répond pas à votre question. Par contre, des gens qui vont travailler... Alors, sur les problèmes de modélisation de la qualité de l'air, certains de mes collègues ont travaillé sur la prise en compte du déplacement d'air par les véhicules dans la rue et leur influence sur la diffusion des polluants à l'extérieur de la rue. Donc les voitures sont émettrices de polluants, mais elles sont aussi génératrices d'écoulements particuliers qui vont amener les polluants ailleurs qu'à l'endroit où ils sont émis. Voilà. Mais sinon, sur les déplacements d'air par les avions, par exemple, j'ai pas de... Dirons gestion urbaine des flux. Oui, alors il y a une soufflerie au CSTB, il y en a une aussi à l'école centrale. Un peu plus petite, mais où on travaille effectivement sur ces problématiques, mais pas forcément sur site et liées aux avions. Voilà. Merci. Par contre, il y a des questions de... Oui, pardon. Excusez-moi. Oui, par contre, mes collègues me disent, il n'y a pas de gestionnaire. Non. C'est de la recherche, c'est des... voilà, on va essayer de faire des préconisations, mais personne ne gère les écoulements d'air. Personne ne brasse d'air, donc... Il y a des questions devant, oui. Ah, d'accord. Bonjour, Emmanuel Torlasco, conseiller de développement Nantes Métropole. Je reviens sur l'approche CO2 qui m'intéressait et la variable produit que vous considériez comme importante. Et on semble voir que dans les pistes, il y a donc la production et l'approvisionnement de proximité qui sont importants dans cette variable produit. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, il faut produire un peu plus proche de nous, un peu plus proche des bassins de consommateurs pour réduire ces émissions de CO2 ? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à un paradoxe qui voudrait que pour diminuer la production de CO2, il va falloir en produire beaucoup plus, tout simplement parce que pour réindustrialiser un territoire, il va falloir mettre des industries et des entreprises.
un peu plus importante sur ce territoire. Si, tout à fait, mais le fait de réindustrialiser son territoire va permettre de soulager d'autres territoires. Et donc au niveau de la planète, je dirais qu'on devrait progresser quelque part. Donc derrière cette question, il y a aussi la question des transports. On en a parlé tout à l'heure avec les véhicules. On se disait comment on fait passer un couple qui a 4 voitures à 3 voitures. Je pense que le facteur prix va jouer. On n'a pas parlé du peak oil de 2006 qui est derrière nous maintenant. Et donc le prix du pétrole, le prix de l'essence devrait pas baisser. Dans l'avenir. Donc le problème, c'est pas de passer de 4 à 3, c'est de permettre à ceux qui n'ont qu'une voiture de continuer à se déplacer. Donc la relocalisation de l'industrie, la relocalisation la fabrication de produits et de services, je pense elle est devant nous. Du fait des questions de transport, hein. Mais dans une approche CO2 par citoyen, il n'y a aucun impact, hein, y compris l'agriculture d'ailleurs. On pointe toujours l'agriculture comme grosse émettrice de CO2 non énergétique, mais à partir du moment où on fait un raisonnement par kilo de bœuf mangé par citoyen, on est complètement décomplexé là à ce moment-là. J'ai une question autour d'expérience et territoire. Alors j'ai compris que vous travaillez, je crois que c'est vous, madame, sur un territoire, sur un îlot, sur un quartier, pardon. C'est ça, voilà. Et je voulais savoir si votre choix sur un quartier qui me paraît pertinent sur le plan territorial, était limité, ou est-ce que vous envisagez d'autres territoires? Alors j'avais un exemple à vous suggérer, par exemple, qui est le suivant. En fait, nous savons tous que nous avons un périphérique célèbre qui est le plus grand de France, je crois, 40 km, et tous les matins, j'ai l'honneur et l'avantage de l'utiliser, 42, hein, c'est ça. Et je crois pouvoir dire, les statistiques me confirmeront pas, qu'on doit avoir tous les matins aux heures de pointe, matin et soir évidemment, 15-20 km de bouchons. Et si j'ai bien compris, la fonction transport est une des fonctions largement contributrices de l'effet CO2 dont nous parlons ce soir. Et je voulais savoir si vous aviez l'intention de vous focaliser sur ce territoire, sur lequel on peut, à mon avis, avoir des gains significatifs. Alors, je sais qu'on peut m'offrir une réponse ça n'est pas dans les compétences de Nantes Métropole, peut-être, mais comme je considère que c'est dans l'aire urbaine, il me semble que ça vaut peut-être la peine de regarder. Donc je vous suggère de réfléchir à l'idée d'être focalisé sur ce fameux périphérique pour organiser peut-être des propositions extrêmement concrètes qui permettraient d'améliorer la fluidité et donc de gagner concrètement en CO2. Voilà. La suggestion a été prise en compte. J'ai vu que ça pour rebondir sur certaines interventions des uns et des autres, et revenir à ce que disait Pierre Biche tout à l'heure, bon, le citoyen a peut-être le dos large, mais je crois aussi que beaucoup d'entre nous ou d'entre eux, ça dépend de quel point de vue on se place, se sentent fortement démunis et ils ont l'impression d'être sous pression, d'être culpabilisés parce qu'ils ne voient pas quelles sont les pistes. Et ce que disait Joël Kergrace tout à l'heure, c'est que certains s'imaginaient ne rien pouvoir faire et après avoir été informés au travers de l'atelier climat, ils ont trouvé des pistes d'amélioration dans leur comportement, dans leur mode de consommation, on peut l'imaginer. Et moi, j'ai fait l'expérience dans le cadre de mes activités de formation où un certain nombre de messages simples qui sont déjà largement diffusés dans les médias ne sont pas du tout compris parce qu'ils se rattachent à rien de concret de ceux qui les entendent. Quand on dit consommer plutôt de saison plutôt que désaisonnaliser puisque ça a un meilleur impact pour plein de raisons, mais entre autres sur l'angle climat. Moi, j'ai posé la question quelquefois à des étudiants. Pour vous, quels sont les produits de saison? Et je l'ai posé en plein mois de janvier, il n'y a pas longtemps, et on m'a répondu, tout en se doutant. Ceux qui m'ont répondu se doutaient bien que c'était peut-être pas ça la réponse, mais ils n'en avaient pas d'autre. La tomate. Donc c'est clair qu'on peut matraquer certains messages qui peuvent paraître simples, sauf que pour certaines personnes, dans certains milieux sociaux, dans certaines générations, la notion de saisonnalité, elle a totalement disparu. Donc le citoyen, même si on lui donne des messages simples, à condition déjà qu'il les comprenne, qu'il les entende, a du mal à les appliquer. Consommer plus local, comme disait le monsieur au fond, il n'y a pas toujours les étiquetages. Donc même si c'est pas dans les compétences de Nantes Métropole encore, comment sans être dans la culpabilisation,
donner des leviers, donner l'envie aux gens de faire autrement, ce qui quelquefois est favorable aussi à leur propre budget des ménages et qui en ce moment est parfois tendu sur certains plans. Donc souvent quand on leur parle d'écologie, ils pensent d'abord ah ben ça va commencer par me coûter cher, alors qu'en fait ça peut être beaucoup plus économique. Moi je me souviens le jour où j'ai arrêté d'avoir une voiture, tout le monde me disait ça doit te coûter très cher, quand ponctuellement je leur disais je vais prendre le taxi. Sauf qu'à l'année j'avais un budget de déplacement qui était réduit de 30 à 40%. Et ça il y a beaucoup de gens qui peuvent même pas l'imaginer, même quand on leur explique papier, crayon à l'appui. Donc, je ne sais pas. Moi, je sais que je fais des interventions dans le cadre de formations aidées par le conseil régional qui exige maintenant que ces thématiques-là soient abordées, mais de manière tellement large que c'est très difficile d'aller dans des choses concrètes. Et pour compléter, tiens, on parlait de la viande tout à l'heure, je ne sais plus qui. Quand on parle une portion, ça suffit par jour pour être en bonne santé, sans parler même du fait qu'on pourrait s'en abstenir, mais passons. Pour certains, la portion, c'est 500 grammes de viande par jour. Donc en termes d'impact climat, je vous fais pas de dessin. Et il y en a qui sont persuadés, surtout parmi les jeunes générations d'ailleurs, que s'ils mangeaient pas de viande une journée, enfin c'est tout juste s'ils mourraient pas à la fin de la journée, quoi. Donc c'est des... Oui, André Herbreteau, c'est des remarques, pas des questions. André Herbreteau, donc Conseil de développement et excellente métropole, autant l'avouer. Je voulais savoir si, se basant sur les bilans qui seront faits, le conseil scientifique et technique, se fondant sur la diversité et la compétence de la palette des membres qui le composent, pourrait orienter ou conseiller Nantes Métropole sur les choix en matière d'énergie nouvelle pour les transports en commun. Bien sûr, je ne parle pas du tramway électrique, mais la flotte bus notamment, qui est très importante à Nantes. Il y a une grosse dizaine d'années, on s'est orienté fortement sur la filière gaz, GNV, gaz naturel véhicule, qui a montré des points positifs, mais qui a aussi montré qu'en matière de gaz à effet de serre, ce n'était pas forcément la formule idéale. Bien sûr, il y a des spécialistes maison qui connaissent parfaitement l'avancée des technologies qui se profilent à l'horizon, mais peut-être que vous pourriez dire, même si je sais par exemple qu'on va s'orienter sur un ou deux véhicules sur l'hybride, mais peut-être dire attention, c'est peut-être bien, mais c'est pas trop bien. Donc, ça serait bon d'avoir, en plus des spécialistes maison, des gens qui, tout en étant locaux, mais à l'extérieur de notre métropole, pourraient guider sur des choix d'avenir en la matière. C'est en principe le rôle du conseil, non? Mais je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Non, mais je veux dire que c'est exactement ce qui s'est passé sur le photovoltaïque. C'est-à-dire le fait de relativiser l'approche en tenant compte de l'analyse complète du cycle de vie. Et là, c'est le conseil scientifique qui a attiré l'attention dans notre métropole sur cette question. Donc, effectivement, ce qui est le même type d'approche, enfin, sous réserve que les éminents membres l'acceptent, pourrait l'être effectivement faite sur toute une série de choses, dont effectivement les moyens de transport. En insistant toujours sur l'aspect énergie grise et conduit carbone, quoi. Je voudrais juste réagir par rapport à l'intervention précédente, où les jeunes ont été pas mal ciblés. D'abord, s'ils sont jeunes, c'est qu'ils ont eu des parents, une éducation, et s'ils pensent que la tomate est de saison l'hiver, c'est qu'il y a peut-être eu une éducation aussi en ce sens. Et puis je suis pas sûr qu'ils aient que les jeunes aient un impact carbone aussi fort que peuvent l'avoir des seniors. Et enfin, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Alors je pense que dans les établissements, on est à pied d'œuvre, hein, c'est ce qu'on appelle l'éducation au développement durable, c'est dans le Grenelle. Hein. Vous savez que tous les enseignements, l'établissement d'enseignement supérieur sont obligés, c'est dans la loi, hein, Grenelle, de mettre en place des démarches dans leurs établissements, à la fois sur la formation, la recherche, la gouvernance, les bâtiments, etc. Donc ça mettra du temps. Hein. Mais on n'est pas en dictature encore, donc on fait confiance à la pédagogie. Le problème, c'est qu'effectivement, on a peu de temps devant nous, mais priorité à la pédagogie. Tout à l'heure, là, je vous ai parlé d'un autre outil qui a été mis en place par Nantes Métropole, qui était l'atelier climat. Donc, qui est un atelier citoyen qui a mobilisé 150 ménages, donc de juin 2010 à juin 2011. Et l'objet de cet atelier climat, c'était en fait de trouver les ressorts, les leviers et les freins
qui faisait que des personnes ou des ménages donc se comportaient de telle ou telle façon. Et donc bon, on a travaillé avec eux pendant 1 an. On a réussi à dégager un certain nombre de choses, et je crois qu'aujourd'hui on a une plateforme, une base, un socle sur lequel donc on peut travailler. Il y a eu une restitution qui a été faite donc lors des journées climat au mois d'octobre, et donc on travaille sur justement donc l'éducation des grands et des petits, donc pour arriver à aller donc dans le bon sens. Mais c'est vrai que c'est sur le métier 100 fois recommencer, mais c'est ça, hein. Les générations se succèdent. On parlait du logement tout à l'heure. Dans le logement social, on a un taux de renouvellement de 20% par an, ce qui fait qu'en 5 ans ou en 6 ans, vous avez pratiquement plus personne donc qui était à l'origine. Donc il faut sans arrêt donc informer. Alors c'est vrai pour le climat, c'est vrai pour les déchets, c'est vrai pour tout ce que vous voulez dans les services publics. C'est notre travail. Mais il y a un gros volet, un très gros volet, donc pédagogie, information, sensibilisation, qu'on doit sans arrêt remettre sur le... Bruno Dehaye. Bruno Dehaye du Conseil de développement. Vous avez évoqué tout à l'heure la fabrication de biens industriels ou la relocalisation en disant, je crois que vous avez dit, monsieur, j'ai oublié votre nom, l'école des mines, hein, c'est ça? Oui, pardon. Et vous avez dit on déplace le problème. Effectivement, si on fabrique un bien industriel ici dans la région de Nantes, ou si on le fabrique en Chine, on est au niveau de la planète, c'est la même chose. Par contre, au niveau du transport, c'est pas la même chose. Et il y a un autre aspect que j'entends pas non plus là, mais c'est pas votre vocation non plus, peut-être complètement. C'est l'aspect économique. Le jour où le coût du transport, du fait du prix du pétrole qui pourrait s'envoler à des niveaux inconnus aujourd'hui, finalement on hésitera peut-être, on y regardera 2 fois, mais c'est pas des considérations d'émissions de CO2 qui nous conduiront, mais plutôt des aspects économiques, me semble-t-il. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Si le coût du carbone est intégré dans les produits, peut-être que... Je sais pas. J'avais appris que les politiques publiques, c'était pour préparer l'avenir. Donc l'avenir, alors soit on y croit, soit on croit effectivement à ce que nous raconte le GIEC, et on essaye d'orienter en fonction des outils économiques dont on dispose du moment, parce qu'effectivement, à piloter sur l'économique, on voit où on en est aujourd'hui quand même, hein. C'est pas un hasard quoi d'idée. Donc de fonctionner avec des temps de retour sur 2-3 ans quand on parle avec le GIEC de 2030, 2050, etc. On se dit il y a un petit problème quand même. Oui, mais en termes de politique publique, c'est vrai que c'est tout l'enjeu, c'est à la fois de préparer l'avenir, mais dans des conditions économiques acceptables. Enfin, j'imagine que c'est la quadrature du cercle un peu tous les jours, quoi. J'aime bien faire le parallèle avec le tabagisme, la cigarette, etc. Pour redonner du positif et pour se rappeler que l'homme est capable d'évoluer assez rapidement. Il y a 10 ans, on serait tous en train de fumer dans cette pièce-là. Il y a seulement 10 ans de ça, 15 ans peut-être. L'interdiction dans les lieux publics. Alors oui, on n'est pas dans un... Oui, enfin... Bon, comment on est arrivé sur un laps de temps assez court à ce changement complet des mentalités autour du tabagisme, quoi. Maintenant, c'est celui qui fume qui est montré du doigt, alors que il y a 15 ans, tout le monde fumait. Donc il y a eu un mélange complexe de législation, de taxes, de changements des mentalités qui se sont faits, je trouve, assez rapidement quand même. Donc soyons positifs. Johan Lozakmer, y a-t-il une plateforme de vente des droits d'émission de CO2 pour les entreprises en France? Oui, il y a évidemment toute une économie autour de ça, hein. Il y a d'une part des taxations pour les forts émetteurs, et d'autre part, il y a un marché du carbone, alors qui est encore
qui est loin d'être à la valeur du carbone, mais il y a un marché carbone et effectivement des échanges possibles. Avez-vous un nom de plateforme permettant la vente de ces droits d'émission en France? Euronext. Il y en a. C'est une bourse d'échange d'émissions. C'est une bourse qui est accessible qu'aux entreprises, aux grosses entreprises, puisque le marché de ce qu'on appelle le plan national d'attribution des quotas s'adresse à peu près à 12 ou 13 000 entreprises en Europe, à peu près 1200 en France. Et ils ont des autorisations de seuil d'émission par an. Et puis chaque année, on resserre un petit peu plus. Et ils doivent les respecter. Ou alors acheter sur le marché les équivalents de ce qu'ils ont émis en trop, etc. Donc il y a un marché qui se crée. Et là aujourd'hui, la question c'est sur les avions, quoi, puisque les avions auraient dû ou vont peut-être entrer dans le système d'échange de quotas, sauf que la Chine et les Américains ne veulent pas. Voilà, donc c'est tout l'enjeu économique qu'on expliquera à nos petits enfants plus tard. Avez-vous le nom de cette plateforme, car d'autres pays extérieurs à la France vendent des droits d'émission? Mais moi j'ai une question sur les risques naturels. Changement climatique est souvent associé à l'augmentation des risques naturels dans divers endroits du territoire. Est-ce que c'est un sujet que vous allez à un moment ou un autre aborder par rapport évidemment au territoire ici, les risques d'inondation, enfin, etc. Le secrétaire, si les membres du CST le souhaitent, et ça a quand même été évoqué les 2 dernières séances, c'est vrai que jusqu'ici on a le travail a surtout porté sur les questions d'atténuation, et bien sûr le sujet qui suit, c'est la question de l'adaptation. Avec, peut-être que Christophe pourrait en parler, avec effectivement des hypothèses climatiques qui sont encore très, très hypothétiques, hein, et parfois, et tout de même des scénarios qu'on commence à voir poindre. Christophe, peut-être que tu... Oui, alors là, votre question elle porte surtout sur des phénomènes extrêmes, hein, si j'ai bien compris, que ce soit tempête, canicule. Alors effectivement, depuis déjà un certain nombre d'années, les organismes qui disposent de modèles d'évolution climatique font différentes simulations suivant différents scénarios. A priori, pour l'instant, en termes d'intensification, par exemple des tempêtes chez nous, ça fait pas consensus au sein de la communauté scientifique. Par contre, tout ce qui est intensification d'un phénomène, je pense surtout aux orages, qui prennent en compte d'autres phénomènes, hein, notre vulnérabilité s'est accrue à force de, je dirais, de bétonner. Ça, c'est des choses dont on a quelques éléments et qui devraient être en recrudescence, qui augmentent. Mais sur les tempêtes, le nombre de tempêtes, il n'y a pas de signe très fort aux échéances prochaines décennies. Hein. D'ailleurs, les dernières simulations, puisque actuellement, vous pouvez le voir sur différents sites Météo France mais autres, puisque actuellement, on commence déjà à travailler sur l'élaboration du prochain rapport du GIEC qui doit paraître en septembre 2013. Et donc vous avez déjà des sites qui vous donnent des simulations, dont celui de Météo France, là, le CNRM. Effectivement, l'intensification de tempête, c'est pas flagrant, quoi. Les canicules, il y en a, à l'échéance 2020-2030, c'est encore pas... Ça devient banal, je dirais, les canicules type 2003 qu'on a connues dans la seconde moitié de ce siècle. Ce qui me préoccupe peut-être plus, on n'en parle pas beaucoup, on parle souvent de la question réchauffement climatique, c'est le CO2, l'augmentation de température. Il y a tout ce qui tourne autour de l'eau, quand même, et
Ça, je pense que les sécheresses, que ce soit météorologiques, mais aussi agricoles, les durées de sécheresse risquent d'être aussi en nette augmentation et de manière plus précoce, dès le printemps. C'est ce qu'on a connu déjà l'an dernier, puis cette année, c'est bien parti. On est déjà dans ce constat-là, quoi. Et que les simulations confortent. Concernant les submersions marines, bon, ça, j'ai pas assez de recul parce que pour analyser tous ces phénomènes extrêmes, il faut disposer d'échantillons quand même suffisamment grands, quoi, de données. Et là-dessus, on a encore pas mal de choses. Je sais pas, Bernard, tu as peut-être en géographie, il y a des gens chez toi qui ont travaillé. Non, j'ai pas de précision à apporter à ce que tu viens de dire. Mais sur la question des risques, de la vulnérabilité du territoire, le CST souhaite se pencher sur ce domaine et a demandé à un groupe d'étudiants de réaliser un stage collectif sur la question de la déclinaison finalement en termes d'aménagement urbain, en termes de fonctionnement de Nantes Métropole, du changement climatique. C'est-à-dire qu'on a demandé aux étudiants, bon, dites-nous concrètement ce que cela signifie. Changement climatique, quels problèmes cela est susceptible de poser, mais pas d'une façon trop générale, hein, mais plutôt de manière, de manière contextualisée pour les différents quartiers nantais, pour les différentes communes nantaises. Est-ce que les enjeux sont les mêmes? Est-ce que la hiérarchie des risques est la même? Et puis, quelles sont finalement les échelles les plus pertinentes d'intervention pour relever les défis qui auront été identifiés? Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions dans la salle? Non? Oui? C'est la dernière, donc je peux faire un peu de provocation. Vous avez parlé tout à l'heure des questions de comportement. Est-ce que vos préconisations peuvent aller au-delà des conseils scientifiques, mais j'ai hâte de conseiller aussi Nantes Métropole sur sa communication, par exemple. Parce que le conseil de développement a dit souvent à Nantes Métropole que la leçon de morale n'était pas un système qui fonctionnait forcément bien, et on est quand même toujours un peu là-dedans dans la formation et dans la communication, et tout ce que vous avez dit, notamment sur le tabagisme, c'est assez intéressant. Peut-être que vous pourriez avoir un rôle pour inventer des trucs nouveaux. Je cite ça parce que nous, on travaille on est avec quelques membres du conseil développement, là, avec des jeunes volontaires du service civique. Donc, c'est-à-dire qu'on a une cinquantaine de jeunes qu'entre 18 et 25 ans. Donc, on avait fait l'expérience l'année dernière, on l'a refait cette année. Et il y a vraiment des choses à inventer pour eux, parce que on peut confirmer, hein, les saisons, ils ont aucune idée de ce que c'est. Et à mon avis, on reviendra pas en arrière là-dessus, puisqu'ils sont habitués à voir les choses quand ils veulent, comme ils veulent. Mais en même temps, il y a vraiment des choses à inventer pour eux, parce qu'ils ont une conscience, verte, on peut dire. Ils sont militants du développement durable, etc. Je pense que dans leur comportement, ça n'a rigoureusement rien changé. Moi, je fais le test à chaque fois avec eux. On leur donne un sandwich, etc. Ils l'emballent, le suremballent. Ils ont 4 sacs, 4 trucs, etc. Par contre, ils seront intraitables sur le tri. Alors là, si vous mettez pas dans le jaune ou le bleu, ils seront intraitables. Mais leur mode leur comportement ont pas vraiment changé. Et je crois qu'il y a des modes de communication, d'information à réinventer pour ces générations-là, qui seront pas forcément ceux qu'on a connus et qu'on applique nous souvent. Il y a une espèce d'inadaptation. Et vous pourriez avoir un rôle intéressant là-dessus. Il va falloir créer un conseil en communication. Oui, sur l'aspect pédagogie, moi je suis peut-être un peu plus positif, parce que je trouve que, sur les enfants, moi je vois mes enfants, ils sont dans une école nantaise où il y a un composteur, où il y a un jardin qui est tout petit, et je pense que commencer, des fois on a parlé dans l'enseignement supérieur, mais tous les aspects pédagogiques quand ils commencent jeunes aussi. Il y a des choses qui s'inscrivent, et même sur les légumes de saison, parce que des enfants qui, à travers l'école, ont fait pousser ne serait-ce que, 3 citrouilles et quelques haricots verts, ils savent quand on les plante, quand on les récolte. Et je pense qu'il y a plein de petites actions aussi comme ça qui peuvent être intéressantes.
Bien, merci. Je vais en profiter pour présenter Madame Harel qui nous a rejoint en cours de séance et qui est à l'Institut des matériaux de Nantes, c'est ça? Je ne me trompe pas. Merci à vous. Il n'y a plus d'autres commentaires ou questions? Bien, on va donc lever notre séance et on va évidemment constater qu'on n'a pas fait le tour de la question. Et donc, peut-être on pourra se retrouver ultérieurement. Vous allez continuer à travailler, vous allez continuer à faire des préconisations. Et donc, ça sera intéressant d'entendre ces préconisations. Au Conseil de développement, je vais terminer là-dessus. On a une formule qu'on aime bien répéter. Ça rejoint économie et écologie. C'est la vertu avance plus vite quand elle chevauche l'intérêt. Et donc, c'est vrai que le levier économique, qu'on a un peu évoqué, est aussi un levier très puissant pour faire changer les comportements. Voilà, donc c'est clairement un des axes, à mon avis, ou un des sujets un des leviers importants pour le changement de comportement. Voilà, merci à vous tous d'avoir joué le jeu et d'être venus devant nous ce soir.